Les menaces au statut de la femme en RDC qui empêcheront de franchir les pas de l'égalité de sexe en 2030. La femme est une force, la femme est une vie, la femme est une éducation, la femme est un pouvoir. Quid de son statut en République démocratique du Congo? Le magazine Genre et Volontariat est un magazine, un programme télévisé qui est là pour présenter les activités des acteurs sociaux, genre et humanitaires. Et pour ce numéro, nous allons présenter le statut de la femme, nous allons parler du statut de la femme pour atteindre l'égalité des sexes en 2030. Pour en parler, nous avons une grande activiste de droits de l'homme en République démocratique du Congo, à la personne de Madame Léonie Kandolo. Ainsi, très chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter mon invité de ce jour. Bonjour Madame. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Je suis très contente et très honorée d'avoir été invitée également. Merci beaucoup. Madame, nous allons parler d'un thème dans le cadre du mois de la femme qui est le statut de la femme. Oui. C'est vrai, ensemble, toutes les nations se sont dit que la femme doit être égale à l'homme d'ici 2030. Mais nous aimerons voir ces menaces-là qui peuvent empêcher, obstruer de pouvoir atteindre l'égalité de sexe en 2030. Avec votre permission, nous allons passer aux questions. Il n'y a pas de problème. Madame Léonie, ma toute première question. Comment pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Ce que je peux dire sur moi d'abord, je suis une femme, comme tout le monde le voit. Je suis une mère de famille également, parce que en dehors d'être une femme, on est des mères, je suis une activiste de la société civile. Je travaille particulièrement sur les droits de l'homme globalement, et les droits de la femme font partie des droits de l'homme. Mais ma thématique de travail principale est la gouvernance, la transparence dans les ressources naturelles. Et bien sûr, le genre étant transversal, nous travaillons tous sur le genre et pour, bien sûr, une meilleure représentativité de la femme dans toutes les instances de prise de décision. Madame Léonie, très bien dit. Le thème même de ce mois de mars, le 8 mars 2016, franchir l'égalité de sexe en 2030. Quelle est la symbolique de ce thème? Je crois que c'est une symbolique forte parce que déjà quand on dit 50-50, il ne faut jamais oublier que les femmes représentent 53%. Donc quelque part, arriver à 50%, c'est déjà, on estime que c'est déjà très bien. L'avantage que nous avons en RDC, c'est d'avoir été la première constitution africaine à parler de parité. Donc c'est inscrit dans nos textes. Le texte de la Constitution, on parle de la parité, de la représentation paritaire des femmes. Donc c'est déjà dire que nous avons déjà franchi un pas. On peut dire aussi également qu'il y a une loi de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité en RDC. Donc nous avons tous les instruments juridiques nationaux et internationaux que l'État congolais a signés et qui doivent donner à la femme cette capacité d'être représentée de façon paritaire à tous les niveaux. Donc je crois qu'au niveau des instruments juridiques, ils sont là. Maintenant, c'est peut-être leur application qui pose problème. Par rapport à l'application, est-ce que trouvez-vous cette thématique faisable? Je crois que dans tous les pays où les femmes sont mises à l'avant, où la parité est respectée, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit sur le continent sud-américain ou asiatique, il faut une volonté politique. Parce que quelque part, ça ne va pas automatiquement dans les mentalités. Que ce soit en France, jusqu'aujourd'hui, hier encore on en parlait à la télé, il y a une discrimination par exemple au niveau des salaires. Il y a une discrimination au niveau de la représentativité des femmes dans les parlements, dans les gouvernements. Donc dans toutes ces choses-là, pour qu'elles se passent, il faut des positions volontaristes de ceux qui dirigent, qui un jour décident, comme par exemple l'a fait François Hollande ou d'autres présidents, disent « moi je veux 50% de femmes dans mon gouvernement », même si la loi ne le dit pas. En RDC, la loi le dit, mais nous ne l'appliquons pas. Donc vous voyez, le problème se pose différemment. Mais le problème se pose toujours parce que ce sont des problèmes culturels. Au fond d'eux-mêmes, les hommes ne sont pas prêts à avoir 50% de femmes. Culturellement, la plupart des hommes ne sont pas prêts à être dirigés par des femmes. Culturellement, nous ne sommes pas prêts quand il s'agit de nos épouses, quand il s'agit de nos sœurs.
Mais où est le paradoxe? C'est que tous ces hommes que vous êtes, vous envoyez vos filles dans les universités pour qu'elles étudient, pour qu'elles aient des diplômes, pour qu'elles puissent se positionner, mais vous n'êtes pas prêts à franchir le pas. Vous voyez, donc on vit dans un paradoxe pour le moment. Et je crois que les mentalités doivent évoluer au fur et à mesure, et elles évoluent. Là maintenant, avec les téléspectateurs, nous allons brosser un panorama sur le statut de la femme en RDC. Oui. Maintenant, nous allons prendre des faits. Oui. Par exemple, que dites-vous des mariages précoces des très jeunes filles? Bon, je vais vous dire que normalement, si vous regardez la loi sur les violences sexuelles, tout homme qui a une relation sexuelle ou donc qui épouse une fille de moins de 18 ans commet un viol. Ça, c'est la loi. Donc, quelque part, le mariage précoce est quelque chose qui est à condamner. Est à condamner, oui, mais nous devons rester dans notre culture et dans notre contexte. Pour que les filles ne se marient pas de façon précoce, il faut qu'elles puissent aller à l'école, qu'elles puissent avoir une éducation. Maintenant, tant que nous n'aurons pas une école gratuite, tant que nous n'aurons pas un enseignement professionnel pour les accompagner, comment voulez-vous que les filles ne se marient pas jeunes? Parce que, vous savez, moi, quand on parle de mariage précoce, il faut se mettre dans la mentalité de la RDC. Pour une certaine catégorie sociale, dont les filles peuvent aller faire tout le parcours des humanités, par exemple, il y a très peu de mariages précoces, puisque les filles arrivent à 18 ans, 19 ans, elles sont toujours à l'école. Mais si vous allez dans les villages, dans les régions reculées, qu'est-ce qu'une fille de 14 ans, de 15 ans ou de 16 ans peut faire? Comment allez-vous l'encadrer? Les parents étant déjà eux-mêmes pauvres, comment allez-vous encadrer cette fille, la garder chez vous et qu'elle reste un poids économique pour vous? Donc, vous voyez, moi je pense que je suis contre le mariage précoce parce que moi, personnellement, je ne peux pas aimer que ma fille qui a 15 ans ou 16 ans soit mariée. Mais le problème, c'est que l'État doit donner les moyens aux communautés de pouvoir encadrer ces filles pour qu'elles ne se marient pas. Pour ne pas se marier, il faut avoir une éducation, une formation, un accompagnement. Mais comment maintenant sensibiliser la communauté pour remédier à ce fléau? Mais tout ça, c'est culturel. On sensibilise les communautés. Mais la communauté va vous dire, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais de ma fille de 16 ans? Ma fille, elle a 16 ans, elle est là à la maison, c'est ça le problème du mariage précoce. C'est ça le problème culturel. Parce que dans nos cultures à nous, une fille de 16 ans, une fille pubère, se marie. Elle va chez elle, elle crée son propre foyer. Nous, nos mères, elles étaient mariées à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans. Mais avec l'évolution des choses, nous pensons qu'il faut encadrer les gens parce que nous sommes dans des sociétés où l'éducation et les compétences, c'est ça qui va vous donner un avenir. Si vous arrêtez l'école à 14 ans, à 16 ans, vous n'avez aucune compétence, vous n'avez aucune expertise. Comment allez-vous gagner votre vie? Aujourd'hui, même pour cultiver les champs, il faut pouvoir avoir une certaine formation. Même pour pouvoir faire des beignets. Si vous voulez vous structurer, organiser votre commerce, vous devez avoir un minimum de compétences. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut montrer aux gens qui sont nécessaires et qui devraient empêcher le mariage précoce. Mais le mariage précoce doit être encadré par l'État. Hein, il faut un encadrement de l'État, il faut des scolarisations gratuites. Parce que si vous dites que les parents doivent payer l'école, une formation de couture, une formation de coiffeuse, une formation d'esthéticienne, quelle que soit la formation, il faut des moyens financiers. Si les parents n'ont pas des moyens financiers, comment vont-ils encadrer leurs enfants? Madame de Léonie, des mariages précoces, nous passons à la planification familiale. Est-ce que la planification familiale est un droit pour la femme? Absolument. Il y a d'ailleurs une loi qui est en cours justement sur la planification familiale. C'est un droit d'ailleurs en RDC, la contraception, le planning familial est quelque chose de gratuit. Vous pouvez obtenir des contraceptifs, des moyens de planification des naissances dans les centres hospitaliers de façon gratuite. Le problème, c'est toujours la coutume, la pensée, qu'est-ce que les gens en pensent. Vous voyez, dans les sociétés africaines, la richesse, ce sont les enfants. Quand vous dites que la richesse, ce sont vos enfants, il faut arriver à faire comprendre à toutes ces femmes et à tous ces hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes qu'il faut sensibiliser, il faut sensibiliser les maris aussi, que
il ne faut pas avoir trop d'enfants de façon trop rapprochée, c'est pour protéger la femme, c'est pour protéger sa santé. Que l'éducation des enfants coûte de l'argent. Nous ne vivons plus au siècle passé. Aujourd'hui, tout coûte de l'argent. Vous avez besoin de quinine, votre enfant est malade, vous devez avoir de l'argent. Donc, il faut aller vers les centres de planification familiale pour pouvoir mieux encadrer vos enfants et mieux accompagner chaque enfant. Peut-être chaque enfant, jusqu'à quand il a 3 ans, vous avez le temps de l'accompagner et vous allez vers le planning familial qui va vous permettre un bon espacement des naissances. Mais tout ça aussi, encore une fois, c'est culturel. Il faut arriver à ce que les gens comprennent. Dire les choses, c'est bien, mais il faut que les gens les comprennent et se les approprient. Si vous voyez l'exemple, ah oui, une femme quand elle allait jusqu'à tel âge, l'enfant à tel âge, et c'est seulement quand l'enfant a 3 ans que vous avez une autre grossesse, vous voyez que l'évolution des enfants est différente, les gens le comprennent et vont ensemble. Mais qui a le temps d'aller vers toutes ces femmes pour les accompagner et de leur là, expliquer? nous pouvons parler des grossesses non désirées. Oui. Que pouvez-vous dire de ce fléau? Mais justement, et c'est surtout la jeune fille qui est concernée. Mais justement, ça c'est toujours le mode de vie, un mode de vie un peu de légèreté. Dans l'école ou dans le quartier, on ne vous a... Parce que vous voyez, dans nos coutumes, il y avait la tradition s'apprenait. Les grands-mères apprenaient à leurs petites filles. Ce n'est pas la mère qui parle directement à son enfant, mais c'est la tante ou la grand-mère qui vous explique les choses de la vie. Dans les écoles, normalement, dans les bonnes écoles, il y a les cours d'éducation sexuelle. Mais quand vous n'êtes ni à l'école, vous avez rompu la chaîne traditionnelle de transmission. Qui va vous apprendre les choses? Nous sommes dans un pays où la vie est difficile, où la pauvreté est extrême, où les jeunes filles, en général, n'ont que leur corps pour pouvoir avoir des moyens financiers. Et c'est comme ça qu'elles tombent dans des situations qui sont parfois excessives et dramatiques, parce que vous voyez des filles de 14 ans, vous voyez des filles de 15 ans. Quand vous allez à Kimbaseke, à Kingasani, à Kisenso, dans les maternités, vous voyez des filles de 14 ans, de 16 ans. C'est dramatique parce que quand vous avez un enfant à 14 ans, comment allez-vous continuer votre vie? Qui va s'occuper de votre enfant si vous voulez aller à l'école? Comment vous-même, vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge, vous allez prendre en charge un autre enfant? Parce que la personne avec qui vous avez un enfant est en général un enfant comme vous. Vous avez 14 ans, lui il a 16 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est des choses invraisemblables que les gens ont entendues de bouche à oreille et qui sont des fausses notions qui vous entraînent vers la mort. Donc toutes ces choses-là, il y a ce qui se fait au niveau de l'école, ce qui se fait au niveau de la famille, ce qui se fait au niveau de l'État, parce que l'État aussi a sa part de responsabilité dans l'éducation, dans la sensibilisation. L'État a sa part. Dans les communes, il doit avoir des foyers sociaux où on éduque. Nos mamans allaient dans les foyers sociaux. C'est là qu'on leur apprenait la nutrition, qu'on leur apprenait comment une femme se comporte, comment ceci, comment cela. C'est pour ça qu'en Afrique, on veut beaucoup se moderniser. Je crois que le modernisme est quelque chose de positif. Mais nous ne devons pas oublier nos propres valeurs, qui ont aussi des messages et des façons de transmettre les choses. Il y a des choses qui se transmettent en famille, qui se transmettent dans certains rituels. Et bien sûr, les églises aussi ont cassé beaucoup de rituels parce que tout ce qui est traditionnel est devenu sorcellerie. Or, il y avait des traditions comme le kikumbi, comme toutes ces choses-là, qui initiaient les jeunes filles et qui vous initiaient à rentrer dans l'âge adulte. Et ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une façon de transmission des choses qui était due à nos coutumes. Madame Léonie, maintenant pour mettre fin à cette série d'analyses concernant le statut de la femme, nous allons parler maintenant de la femme non instruite. Toutes ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance d'aller apprendre dans les écoles, dans les universités. Cette groupe ou bien cette masse de femmes constitue une force. Maintenant, comment considérer ou comment prendre en compte leur voix? Moi, je pense que, comme je vous dis, il y a beaucoup de façons d'approche pour toutes ces femmes. D'abord, moi, je pense que l'alphabétisation est vraiment quelque chose de très important. Quand je dis que l'État a sa part de responsabilité, pourquoi ne pas organiser des alphabétisations dans les marchés? L'alphabétisation des adultes, ce n'est pas quelque chose de long. En général, une personne adulte, quand vous faites des cours d'alphabétisation, en 3 mois, vous avez les bases élémentaires. Une fois que vous êtes alphabétisé, vous pouvez tout apprendre. Et moi, je dis à travers les marchés, toutes ces femmes qui sont dans les marchés, vous êtes sûr qu'on ne peut rien leur apprendre. Ce sont des femmes très intelligentes puisqu'elles arrivent à gérer les commerces.
Elles arrivent à gérer des familles. Elles arrivent à envoyer des enfants à l'université. Toutes ces mamans qu'on voit, les mamans bipoupoulas, les mamans qui passent avec les fruits sur la tête, tout ça. Mais ce sont des femmes intelligentes, elles sont capables puisqu'elles arrivent à élever des familles. Donc je pense que nous devons trouver des moyens de transmission de la connaissance qui sont hors des sentiers habituels. Nous devons arriver à le faire par des boîtes à images, nous devons arriver à le faire par des personnes ambulantes qui peuvent aller de maison en maison. Nous devons le faire dans les quartiers, à travers les organisations, à travers il y a beaucoup de systèmes. Moi, je crois que c'est parce que nous manquons d'imagination. Pourquoi on ne peut pas réunir les femmes dans les quartiers? On dit, tiens, tous les mercredis ou tel jour de la semaine, les femmes se réunissent autour d'une table et on discute. Il y a les femmes qui font les musiques, il y a les femmes qui font ceci. Dans toutes ces choses-là, on peut aller leur parler. Les femmes sont très, très capables d'apprendre et elles apprennent beaucoup. La preuve, quand on leur apprend comment transformer ceci, faire du savon, elles le font. Comment faisons de l'huile, elles le font. Donc, comment améliorer vos conditions de vie, elles le font. Donc, tout est une question de volonté. Une question de volonté et d'imagination pour se dire comment on peut éduquer la population congolaise. Les femmes aiment la télévision, elles aiment les séries, elles aiment la radio. Mais parlez-leur dans les radios, parlez-leur dans les séries, parlez-leur dans les choses qui les intéressent. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'apprendre. Parce qu'on dit, ah, ils sont toujours devant les films nigériens. Mais dans les films nigériens, on apprend plein de choses. Alors, pourquoi le Congo, on avait des groupes de théâtre, le groupe Salongo. Mais dans ces groupes-là, vous pouvez faire des séries éducatives. Tout ne doit pas être pour s'amuser, mais on peut éduquer, on peut montrer que si vous faites telle chose, vous apprenez ceci, vous aurez telle solution. Moi, je crois que c'est l'imagination qu'il faut. Il faut l'imagination pour transformer l'homme congolais et la femme congolaise. Très bien dit. Très chers téléspectateurs, Madame Léonie Kandolo vient de brosser le panorama de la femme, sur le statut de la femme. Maintenant, passons à cette série d'analyses par rapport à la femme et la gouvernance. Madame Léonie, ma première question. C'est possible que la femme congolaise puisse jouir des mêmes droits que l'homme? Ah ben absolument, parce que moi, personnellement, j'estime que je jouis des mêmes droits que les hommes parce que je connais mes droits. Pourquoi cette question? La chance d'accéder à la création des richesses et même au partage des richesses créées. Pensez-vous que la femme a les mêmes droits? La femme a les mêmes droits. Le problème, c'est d'accéder aux choses. D'abord, il y a moins de femmes instruites que d'hommes. Ça, on doit se mettre d'accord là-dessus, hein, même au niveau de l'alphabétisation. Mais il y a de plus en plus de femmes instruites. Ça, il ne faut pas vous tromper. Quand vous rentrez, par exemple, dans les grandes banques, dans les sociétés de communication, vous voyez qu'il y a énormément de femmes qui travaillent. Le problème, c'est qu'il y a toujours la pesanteur socio-culturelle chez nous. Une femme, tu es instruite, et quand elle quitte l'université, vous lui demandez quel est votre plan de carrière, elle dit je vais me marier. Se marier n'est pas un plan de carrière. Vous n'allez pas faire la médecine, vous n'allez pas faire l'économie, vous n'allez pas faire les sciences sociales ou le droit avec l'objectif de vous marier. Le mariage est un plus. Moi, je répète toujours, mon père me disait, moi je n'élève pas des filles à marier. J'élève des filles qui doivent se battre dans la vie et le mariage est un plus. Et je le répète tout le temps, moi j'ai été mariée et je me suis retrouvée veuve, je n'avais pas 40 ans. Et j'avais mes enfants élevés. Et si mon plan de carrière avait été le mariage, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Mon plan de carrière n'était pas ça. Mon père m'a mis à l'école, m'a fait étudier, donc j'avais mon plan de carrière, je me suis mariée. Et le jour où tu n'es plus mariée, tu continues ton plan de carrière, parce que tu dois élever tes enfants. Tu ne peux pas être à la merci des uns et des autres. Donc je crois que nous devons élever nos filles en leur apprenant à faire des choix. Et ça, c'est la responsabilité des femmes. C'est nous, c'est notre responsabilité à nous. Parce que même dans les églises, je suis souvent étonnée, tout le monde va prier pour se marier. Il faut prier pour avoir du travail. Il faut pouvoir prier pour se dire que Dieu m'a donné l'intelligence, comment je veux utiliser cette intelligence pour être utile à la communauté dans laquelle je vis. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Et c'est quand les femmes vont toutes commencer à réagir, réfléchir comme ça, que les femmes vont réellement se positionner dans la société et prendre leur place réelle. Vous voyez dans les partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Combien de femmes sont dans les directoires des partis politiques? Combien de femmes sont proposées quand on fait des gouvernements? Mais comment maintenant, quelle est la piste de solution que vous proposez
pour que la femme puisse accéder ou avoir les mêmes chances que les hommes? Non, c'est la revendication, parce que la loi existe. La loi est là. Donc, normalement, il n'y a que deux choses, c'est la revendication et la volonté politique. Quand on vous donne, quand vous savez que la femme doit être représentée, d'après la loi actuelle, c'est 30%, bien que la parité, à mon avis, en français, c'est 50%. Mais normalement, la volonté politique voudrait que quand on vous donne un gouvernement où vous n'avez pas 30% de femmes, vous devez le renvoyer, vous devez dire non, non, la loi dit ceci. Vous savez, en RDC, on a un vrai problème, c'est qu'on ne respecte pas nos textes. Si nous respections les textes et la loi, vous et moi, nous ne serions pas en train de discuter de ça. On saurait que dans le gouvernement, il y a la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision doit être de 30%, de 40%, de 50%, et ça devrait être automatique. Vous nommez des commissaires spéciaux, il doit avoir le nombre requis, le pourcentage requis. Vous nommez des mandataires d'État, vous devez avoir le pourcentage requis. Ça, c'est de l'application de la loi. Et pour l'application de la loi, il faut la volonté politique. Et ça, je le répète toujours. Et ma question, est-ce que la femme se donne-t-elle les moyens pour réussir? Je crois que beaucoup de femmes se donnent des moyens pour réussir. Mais pour réussir pour une femme, il faut 10 fois plus de volonté qu'un homme. Parce que vous avez des embûches de tous les genres. Aller à l'université, entre les notes sexuellement transmissibles et dans le monde du travail, les promotions canapées, croyez-moi, les femmes qui arrivent et qui se respectent, elles ont très dur. On se bat bec et ongles, mais elles y arrivent. Et il y en a. Est-ce que les femmes peuvent compter entre eux? Non, les femmes en général ne se coalisent pas pour réussir. Et ça, c'est vraiment dommage, mais je ne pense pas que ce soit propre de la RDC. Hein. Je crois que les femmes sont tellement, on est tellement pugnaces et on a tellement l'habitude de vivre dans un monde qui est dirigé par les hommes que souvent nous nous faisons manipuler par les hommes, qui se servent de nous pour eux monter. Hein. Parce qu'une fois qu'il s'est servi de vous, bah, c'est au revoir et merci et vous montez. Donc souvent les hommes jouent à monter les femmes les unes contre les autres pour vous dire, mais tu sais, après tout, hein, elle a dit ça de toi. Mais moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Parce que moi, je me dis toujours qu'il y a assez de place pour tout le monde. Qu'il y a assez de femmes. En RDC, il y a un nombre de femmes compétentes incroyable. Il y a assez de femmes pour qu'il y ait 50% de femmes dans un parlement. Moi, je peux trouver, je le dis toujours, moi, je peux vous trouver 250 femmes aussi compétentes que tous les hommes que vous avez pour remplir votre parlement. Je peux vous trouver des femmes assez compétentes pour être dans tous les ministères. Parce que si le Congo est dans l'état où il est, on peut dire que le Congo est dans un mauvais état, non? Tout le monde le sait. Ce n'est pas à la cause des femmes. Les femmes n'ont pas dirigé ce pays. Les femmes n'ont pas été présidentes de la République. Les femmes n'ont pas été Premier ministre. Les femmes n'ont pas été ministres des Finances, à ma connaissance. Donc, si le Congo ne va pas bien, ce n'est pas à cause des femmes. Alors les hommes devraient peut-être se remettre en question et se dire peut-être que si on prenait une femme ministre des Finances, si on prenait des femmes à des postes régaliens, ministre de la Défense peut-être qu'il y aurait moins de guerre, peut-être qu'on aborderait les choses de façon différente. Parce que quand il y a des conflits, aux tables des négociations, les femmes ne sont pas là. Or, qui souffrent de plus des conflits, ce sont les femmes. Qui doivent continuer à faire vivre les familles, ce sont les femmes. Donc je crois qu'il faut apprendre à écouter les personnes qui sont concernées si on veut évoluer, surtout quand ces personnes représentent 53%. Et par rapport à ma question, est-ce que la mobilisation des femmes est-elle suffisante pour accéder à une parité dans la création de richesses et dans un partage équitable de richesses aussi? Vous savez, dans un pays comme la RDC, ce n'est même pas la mobilisation des femmes qui est un problème, c'est la mobilisation du Congolais en général. Le Congolais est pauvre, le Congolais se bat pour sa survie. Vous savez, c'est ceux qui ont le temps, qui intellectuellement ont le temps et les moyens qui peuvent se mobiliser. Une maman qui doit vendre son pain qui doit être à la boulangerie à 4h ou à 5h du matin, elle n'a pas le temps de se mobiliser. Ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui en ont le temps, qui en ont les compétences. Et je crois que les femmes se mobilisent. La preuve, c'est que nous sommes arrivés à avoir ces lois sur la santé de la reproduction, sur la mise en œuvre de la parité et la parité inscrite dans la Constitution. Donc les femmes se sont mobilisées. Les femmes se mobilisent pour rencontrer les partis politiques. Je crois qu'en 2011, on a fait le tour des partis. Mais maintenant, comme je le dis, en plus de la mobilisation, il faut un changement de mentalité. Parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas qu'elles vont voter pour une femme. On a été dans des provinces ou dans les assemblées provinciales, il n'y a même pas de femmes élues. Au Maniema, par exemple, il n'y a pas de femmes élues dans l'assemblée provinciale. Les femmes disent,
Vous savez, si on élit des hommes, il va épouser plusieurs femmes, il va aider beaucoup de familles. Or, ce n'est pas ça l'objectif. D'abord, la polygamie n'est même pas autorisée en RDC. Donc, ça veut dire que quelque part, vous ne comprenez pas non plus. Est-ce qu'on peut dire que les femmes qui sont dans les instances de direction, dans les instances de prise de décision, ne sont là que pour faire de la figuration? Ça dépend des femmes, ça dépend du caractère des unes et des autres. Vous avez des femmes comme Madame Eve Bazaïba. Vous ne pouvez pas dire que cette femme fait de la figuration quelque part. Vous avez des femmes qui étaient au Parlement comme Élisée Dimanja. Vous ne pouvez pas dire que cette femme a fait de la figuration. Vous avez des femmes comme Madame Zizi Wambombo. Les hommes qui sont au Parlement ne se distinguent pas. Il y en a qui se distinguent, d'autres non. Dans la majorité comme dans l'opposition, il y en a qui se distinguent. Ça, c'est le caractère intrinsèque de la personne. Il y a des gens qui sont des leaders nés, hommes ou femmes. Donc, on ne peut pas dire que toutes les femmes vont être des leaders, comme on ne dira pas que tous les hommes sont des leaders. Donc, ça, c'est la valeur intrinsèque d'une personne. Madame Léonie, comment faire évoluer la position de la femme pour que la femme puisse contribuer? Parce que, en vous entendre parler, la femme subit plus. Mais comment faire pour que sa voix soit entendue, surtout dans le cadre du mois de la femme? Mais parce que les femmes ont besoin de modèles. Vous voyez le problème, c'est que si vous demandez à un jeune homme des modèles politiques, il en a beaucoup. Depuis 1960, il a des hommes politiques qui sont des modèles. Il peut te citer des Lumumba, des Kasavubu, des gens dans la Deuxième République, etc., etc. Mais les femmes ont combien de modèles? Les modèles féminins commencent à venir maintenant. C'est comme maintenant qu'on commence à identifier des femmes qui peuvent être des modèles. Combien de jeunes filles savent qui est Madame Kanza? Combien? C'était Madame Sophie Kanza. C'était la première femme ministre en RDC. Mais combien connaissent son parcours? Il y en a très peu. Maintenant, les jeunes filles commencent à avoir des femmes modèles. Et de plus en plus, vous avez des jeunes filles qui s'impliquent. Vous avez la jeunesse. Dans les campus universitaires, maintenant, on voit des filles qui deviennent présidentes des étudiants. Il y a 10 ans, c'était impensable. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais les prises de conscience ont toujours les pesanteurs socioculturelles qui vont avec. Et ces filles se battent et elles montent. Mais le problème, ce n'est pas les filles seulement qui doivent se battre, c'est les hommes qui doivent se battre. Nous devons être en face d'hommes genrés. Nous, moi, je n'ai que des fils. Mais quand j'ai mes fils, ils voient qu'ils ont une mère qui est une battante, une combattante. Eh bien, alors automatiquement, ils savent qu'ils doivent respecter que les femmes sont leur égales. Parce qu'ils ont des sœurs, ils ont des cousines, ils ont tout ça. Et ils voient que nous sommes... elles font les mêmes choses que nous. Elles ont les mêmes diplômes que nous. Elles ont les mêmes responsabilités que nous. Elles créent des entreprises comme nous. Mais maintenant, quand un homme voit ça, que vous l'élevez comme ça, vous élevez vos fils comme ça, eh bien, ils vont se remettre en question. Ils vont se remettre en question. Et vous savez que beaucoup d'hommes sont genrés, mais par rapport à leurs filles uniquement. Beaucoup d'hommes. Moi, je ne connais pas d'homme qui travaille, qui a une situation, ou même qui a une... tout homme a envie que sa fille s'élève. Quand on dit on n'envoie pas les filles à l'école, c'est parce que les gens n'en ont pas les moyens. Mais quand les gens en ont les moyens, que l'école est gratuite, on envoie les filles à l'école. Madame, pour terminer ce chapitre, nous allons maintenant passer pour voir les obstacles, selon vous, de votre expérience. Parce que vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de tâches que vous faites chaque fois dans la vie. Quels sont, selon vous, les obstacles qui peuvent empêcher qu'il y ait égalité des sexes en 2030 en RDC? Il y a les pesanteurs socioculturels, il y a la volonté politique, il y a le respect des lois. Ce sont les 3 obstacles. Donc pour vous, il n'y a que ces 3 obstacles-là. Et l'éducation, bien sûr. Et l'éducation qui doit accompagner tout ça. Mais l'éducation fait partie de la volonté politique, je crois. Donc moi, je pense que c'est ça. Dans un pays... Si les lois existent, et on en discutait encore au ministère du genre, les lois existent. Donc c'est une application de la loi. C'est un obstacle très important. Si aujourd'hui on sort un gouvernement qui respecte la loi avec une représentation de la femme telle que dit par la loi, mais ça va changer beaucoup de choses. Pas donner des ministères secondaires, donner des vrais ministères, des militaires régaliens. Comme on a une femme ministre de la Justice, une femme ministre des Affaires étrangères, une femme ministre de la Défense, une femme ministre des Finances, vous voyez, des postes régaliens, une femme Premier ministre, une femme présidente du Sénat, une femme présidente de l'Assemblée nationale. Vous voyez, si on arrive à faire ce genre de choses, à donner des signaux forts, les choses vont changer.
Même les pesanteurs socioculturels à ce moment-là évoluent. Parce que les gens vont se dire, ah, chez nous on dit moi c'est à Tonga Mboka, mais tout le monde dit moi c'est à Tongi Mboka. Moi, on a vu au Sénégal une femme Premier ministre, on a vu au Libéria une femme présidente. Est-ce qu'à Tongi, Libéria, à Tongi? On a vu une Madame Catherine Samba Panza ici en RCA, présidente de la transition. C'est une femme que j'admire, une femme de la société civile. J'insiste, une femme qui vient de la société civile. Est-ce qu'elle n'a pas conduit la transition? Est-ce que quand son mandat est terminé, est-ce qu'elle a discuté? Non, elle a respecté la loi de son pays. Maintenant, en Centrafrique, on dit, tiens, une femme peut être présidente dans un pays et amener le pays aux élections. Mais c'est un exemple, c'est un bel exemple. Moi, je crois que, et ici, en RDC, nos jeunes filles l'ont vu, nous l'avons vu. C'est vrai, c'est une grande sœur, mais nous avons vu que c'est possible. Donc, nous savons que nous pouvons avoir des ambitions beaucoup plus fortes que ce que nous avons. Très chers téléspectateurs, Madame Léonie Kandolo vient d'énumérer les obstacles, les 4 obstacles que vous pouvez regrouper. Vos 4 obstacles sont l'éducation, la volonté politique, le respect des lois, les pesanteurs socioculturels. Voilà, très chers téléspectateurs. Maintenant, Madame Léonie Kandolo, ensemble avec vous, très chers téléspectateurs, elle va nous donner des pistes de solutions pour que réellement, en 2030, la femme et l'homme soient égales 50-50. Et là, elle va s'adresser premièrement aux femmes, deuxièmement à la communauté, troisièmement aux partenaires et enfin aux décideurs sociaux politiques. Madame Léonie, vous avez la parole. À la communauté, moi je dirais à la communauté, il faut envoyer vos filles à l'école. Sacrifiez-vous, élevez une femme, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Quand les femmes congolaises seront éduquées, la nation sera éduquée et la nation ira de l'avant. Chacun comprendra son rôle. Éduquer les femmes, éduquer les hommes. Parce que nous vivons, comme il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, un oiseau a 2 ailes. Un oiseau qui n'a qu'une aile ne vole pas. Donc si nous voulons que notre pays aille de l'avant, il faut que la nation évolue de façon simultanée. Les femmes et les hommes. Et tout le monde évolue. Ça, c'est l'éducation. La volonté politique, c'est la volonté politique, c'est les décideurs. Vous avez des lois, parce que la volonté politique et la loi, on va la mettre ensemble. Vous avez des lois, vous les mettez en application. Vous avez voté des lois, c'est le Parlement qui a voté. La parité, elle est constitutionnelle. Tout ce qui est constitutionnel doit être appliqué. Appliquez la loi, vous verrez que les choses vont changer. Vous verrez qu'il y aura l'apaisement. Les femmes ne vont pas aller revendiquer pour revendiquer. Si la loi est appliquée, pourquoi on va revendiquer? Ça va faciliter les choses. Et vous verrez que si vous avez cette volonté politique, et au niveau des nominations, et au niveau des postes, comment on dit ça, éligibles, les choses se font automatiquement. Les choses évoluent automatiquement. Vous avez, ah, les femmes peuvent faire ceci, ah bon, une femme peut être ministre, ah, elle a bien, donc une femme peut être bourgmestre, donc une femme peut être députée, et vous verrez que les choses vont évoluer. Et laissez à ces femmes la chance de travailler. Laissez-leur la chance de montrer quelle est la différence. Parce que l'approche est différente. Aux partenaires, moi je crois que les partenaires font beaucoup de choses. Mais le problème c'est que les partenaires, souvent aussi, il faut qu'ils nous aident dans nos valeurs à nous-mêmes. Vous voyez? Parce que ce qui se fait à Paris ne peut pas se faire à Kuala Lumpur. Ce qui se fait au Brésil ne peut pas spécialement se faire à Dubaï. Donc il faut que chacun puisse évoluer, chacun puisse prendre ses marques, chacun puisse prendre ses responsabilités par rapport à son environnement, par rapport à son environnement culturel. Mais un environnement culturel qui doit évoluer de façon positive en intégrant l'homme et la femme comme des partenaires de travail. Très bien dit, Madame Léonie, c'est déjà la fin, nous tendons déjà vers la fin de notre rencontre. Et là, un message particulier à la femme par rapport à son mois, le mois de mars. Moi, je dis, même s'il faut plier, il ne faut jamais céder. On peut reculer pour mieux sauter, mais ne jamais céder. Ne jamais transiger sur la loi. Moi, je ne transige pas sur la loi. Quand la loi me donne tel droit, il ne faut pas transiger sur vos droits. Les femmes ne doivent pas... Non,
Notre combat, c'est notre combat. Notre droit, c'est notre droit. Quelqu'un qui ne me donne pas mon droit, c'est quelqu'un qui ne me respecte pas. Or, je suis une femme congolaise, je dois être respectée en tant que femme congolaise, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que tante. Et en tant que personne humaine, j'ai ces droits et je vais dire aux femmes, et je dis à tous les Congolais, ne transigez jamais sur vos droits. Et à toutes les femmes, ne transigez jamais sur vos droits. Ce sont vos droits, ils sont à vous. Et des femmes se battent depuis plus de 100 ans pour ces droits. Pour le droit au travail, pour le droit au vote, pour le droit au salaire égal, pour tous les droits. Alors surtout ne transigez pas parce que c'est notre combat, c'est mon combat. Moi je me suis battue jusqu'aujourd'hui, j'ai déjà avancé, peut-être pas en âge, mais enfin on a déjà fait une grande partie du chemin. Nous continuons à nous battre pour nos filles, pour nos petites filles, pour nos arrière-petites filles. Jusqu'au jour où, comme aux États-Unis, on ne savait pas qu'il pouvait avoir un président noir. Ici au Congo, on ne savait pas peut-être qu'il pouvait avoir une présidente femme. Comme la Centrafrique ne savait pas, comme le Libéria ne le savait pas. Nous, les générations qui vont venir, peut-être même pas les générations, peut-être même nous-mêmes, nous verrons ces femmes-là. Nous verrons une femme présidente, nous verrons une femme présidente du Sénat, nous verrons une femme présidente de l'Assemblée, nous verrons une femme Premier ministre. Je le sais et je le verrai. Merci beaucoup, Madame Kandolo. Très chers téléspectateurs, aux femmes, ne baissez pas les bras. Luttez, luttez, chers décideurs sociopolitiques, pour que la RDC soit équilibrée en 2030, pour que la RDC soit développée en 2030, nous devons vraiment donner la place à la femme congolaise. Merci et au prochain moment.